Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour mes amis, bon dimanche à tous. Au bout de cette semaine riche en événements, je dois le dire, puisque moi j'étais en déplacement cette semaine. J'étais à Budapest pour animer la sélection européenne du Bocuse d'Or. Vous savez, ce grand concours de cuisine qui voit s'affronter des équipes du monde entier. Et là, c'était la sélection européenne. Et à Budapest, eh bien, je vous donnerai un petit peu le palmarès tout à l'heure, la surprise pour la fin de l'émission. Il y avait aussi mardi dernier la sortie du guide rouge, du guide Michelin avec les nouveaux étoilés. Là aussi, en fin d'émission, je vous ferai un petit peu le résumé filmé de ces événements parce que c'était une semaine extrêmement chargée. Mais moi, je voulais vous parler d'un terroir de France. Je dirais même le terroir d'Île-de-France. Oui, mes amis, parce que l'Île-de-France, c'est une région, figurez-vous. Ah oui, on a tendance à l'oublier, une région agraire, hein, avec de belles spécialités. C'est vrai qu'on a coutume de dire que Paris mange un peu l'Île-de-France, qu'on oublie souvent tous ces terrains agricoles qui entourent la capitale, et pourtant, de belles surprises. J'ai fouiné un peu, j'ai sourcé, comme on dit, pour trouver de jolies choses autour de Paris, et c'est ce dont on va parler dans l'émission ce matin, et j'ai passé un coup de fil à un jeune entrepreneur qui est avec moi au téléphone, Benoît Ballarin. Bonjour Benoît. Bonjour Vincent. Alors vous n'êtes pas très loin de Paris, hein, puisque vous êtes dans les Yvelines, aux portes de Paris, il faut bien le dire. C'est ça, exactement. On est situé à Saint-Nom-la-Bretèche, en plein milieu de la plaine de Versailles. Alors votre société, votre marque, c'est Terre d'Apéro. C'est vrai que lorsqu'on dit Terre d'Apéro, lorsqu'on fait référence à l'apéritif, et on va le faire ensemble pendant toute l'émission avec vos confrères dans différents secteurs, eh bien quand on pense Terre d'Apéro, on a plutôt tendance à penser midi de la France, quoi, hein, Provence, Occitanie, parce que souvent c'est autour de l'huile d'olive, des dips, comme on appelle les dips, c'est-à-dire ces petites sauces de l'apéro. Et vous êtes résolument Terre d'Apéro, mais en Île-de-France. C'est ça, exactement. En fait, on transforme les légumineuses de la plaine de Versailles, les pois chiches et les lentilles en houmous de légumes. Ah bah voilà, des houmous de légumes. Donc hyper végé du coup. C'est ça, exactement. En fait, donc c'est composé de pois chiches, d'un légume, d'un trait de jus de citron, une bonne épice et une super huile de colza qui vient de Benne, à 15 km. Ce qui est intéressant, et ce que je disais là à l'instant en préliminaire, c'est qu'on oublie trop souvent que l'Île-de-France, c'est un territoire agraire, hein. Il y a beaucoup de culture autour de Paris. Et là, vous témoignez en fait on va dire grosso modo, de la culture maraîchère, cette fameuse ceinture verte dont on parlait jadis. Oui, c'est bien ça, exactement. On se veut les ambassadeurs de nos maraîchers et surtout, on s'est lié avec l'huilerie de la plaine de Versailles pour relancer cette filière agricole, les légumineuses. Ah oui, parce que le houmous, il faut bien le lier avec quelque chose. Et vous, ce sont des huiles qui viennent aussi de la région. Vous êtes très locavore, vous. Exactement, c'est ça. Tous les colzas qu'on voit au printemps-été, du coup, on le transforme en huile et après, nous, on l'intègre dans nos recettes. D'accord. Alors, Benoît Ballarin, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes avec Patrick Lecomte. Patrick, c'est une jeune femme. Oui. C'est quoi votre background à vous deux? Comment en êtes-vous venu à faire ça? Alors, Patrick a un cursus, donc du coup, elle a travaillé 30 ans dans la restauration, plutôt les brasseries. Ouais, ouais. Et moi, du coup, j'ai un cursus plutôt hôtelier. D'accord. Où j'ai fait mes armes surtout au Canada, dans des chaînes hôtelières. D'accord. Et je suis revenu au bout de 4 ans en France pour retrouver un peu le goût du terroir francilien. D'accord. Et comme je suis un natif de Feucherolles, j'avais quand même un petit réseau de maraîchers et les maraîchers avaient du mal à transformer les légumes. Alors, du coup, on a créé notre conserverie. Alors, ce qui est amusant, enfin bon, moi je le note parce que je suis golfeur, hein, mais vous êtes installé à Saint-Nom-la-Bretèche, fameux golf, et vous êtes natif de Feucherolles. Vous, en fait, votre vie s'écume le long des cours des terrains de golf, quoi. Exactement, c'est ça. On est une vieille famille feucherolleuse. Jamais loin d'un terrain. Et vous êtes golfeur vous-même, d'ailleurs? Je vous pose la question au passage. Non, malheureusement, non, je suis pas golfeur, mais j'aime bien m'y rendre pour profiter des beaux jours. D'accord. Bon, c'était une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec ce dont on parle ce matin. Alors, Benoît, comment
comment êtes-vous venus, vous deux? C'est drôle parce qu'il y a le Canada, il y a l'école hôtelière, et tout à l'heure, on aura une invitée avec nous, Véronique Jourdain, qui a une marque de boxe de l'autre côté de l'Île-de-France, dans la Brie, aux portes de la Brie, et elles ont un peu le même cursus avec son mari. C'est rigolo, comme quoi il y a des passages presque obligés. Alors Benoît, comment est-ce que vous en êtes venu à faire ce que vous faites aujourd'hui? Comment avez-vous eu envie de transformer les productions maraîchères ou potagères de votre département? Tout simplement pour l'amour du bon produit. En fait, notre terroir francilien regorge de richesses. On aime cuisiner tous les deux. Donc on s'est dit, on va créer une société, une conserverie qui va transformer les légumes et les pois chiches. C'est pas un caprice d'enfants gâtés ou autre. C'est vraiment en fait une volonté de notre part d'être les ambassadeurs de nos maraîchers, de faire rayonner le travail de nos maraîchers à travers la France, en fait. Depuis quand vous faites ça? On fait ça depuis 2019. En fait, à l'époque, quand on a créé Terre d'Apéro, on sous-traitait notre production dans la Sarthe. Et en fait, on faisait venir les légumes et les légumineuses de l'Île-de-France dans la Sarthe. On les transformait et après on les emportait, enfin on les amenait en Île-de-France. D'accord. Et en fait, ça n'allait pas du tout avec notre discours donc de transformation et autres. C'est pas cohérent, donc on a décidé de créer la conserverie. Et puis vous avez été conforté dans cette idée par malheureusement la crise du Covid, toute cette volonté des Français de consommer plus local, peut-être plus français. Exactement. Oui. Vous avez senti cet engouement? Ah oui, il y a vraiment un énorme engouement, et encore aujourd'hui, il y a un énorme engouement. On propose chaque semaine des paniers de légumes avec les légumes de nos maraîchers, et on en fait une 40aine par semaine. D'accord. Et les gens sont vraiment attachés aux bons produits, au bon goût du terroir et autres. Ouais. Et vraiment, il y a une dynamique qui s'est créée depuis le confinement, depuis le deuxième confinement surtout, et ça ne s'arrête pas. C'est vraiment beau à voir. Alors, j'ai passé un autre coup de fil ce matin à vos côtés à Clémence Leduc. Vous êtes avec nous, Clémence? Oui, je suis là. Bonjour Clémence, bon dimanche. Alors Clémence, vous n'êtes pas à proprement parler en Île-de-France, vous êtes aux portes de l'Île-de-France, aux portes des Yvelines et de l'Essonne, vraiment dans cette Beauce qui touche l'Île-de-France. Mais j'avais envie de parler de votre expérience parce que vous produisez des chips. On dit chips ou chips chez vous d'ailleurs? Chips. Ah ouais. Bon, moi, c'est le côté un peu anglo-saxon de la chose. Le fish and chips, quoi. Donc, vous faites des chips et c'est étonnant parce que c'est un produit qui a sur le plan nutritionnel, qui a malheureusement une identité de malbouffe. C'est-à-dire c'est très très conspué la chips par les nutritionnistes, les diététiciens, parce qu'évidemment c'est calorique à cause de l'huile. Pourtant vous avez décidé de faire une chips locale et de qualité, je dirais même de grande qualité. C'est ça, nous en fait on cultive les pommes de terre sur la ferme, donc tout est fait sur place. Et en fait la cuisson au chaudron qu'on utilise, elle permet d'avoir une chips moins grasse qu'une chips industrielle, et volontairement derrière, au moment de l'assaisonnement, on met moins de sel, donc du coup, on obtient une chips moins grasse et moins salée. Bon, ça reste une chips frite dans de l'huile, mais du coup, elle est quand même, on va dire, meilleure pour la santé, meilleure qualité, quoi. Voilà. Ouais. Alors, vous avez cela en commun avec Benoît Ballarin d'utiliser de l'huile, évidemment, et d'être attentif à ce que vous mettez comme huile. Oui, nous, pour la cuisson des chips, on n'utilise que de l'huile de tournesol oléique. D'accord, voilà. C'est important parce qu'on parlera pas trop d'oméga 3, d'oméga 6, mais il en est question aussi, évidemment, dès qu'on touche à l'huile. Alors, Clémence Leduc, j'ai pas cité la marque de vos chips, c'est les chips Belzia. Belzia, c'est un peu le nom originel de la Beauce, en latin, non? Oui, voilà, exactement. Belzia, c'est le nom latin de la Beauce. Du coup, ça permet pour les puristes de la Beauce de rappeler un peu le terroir, mais ça ne nous empêche pas d'aller voir un peu ailleurs et de pousser les frontières si on veut. Alors, vous avez cela en commun avec les terres d'apéro des Yvelines, de mettre en avant la production locale. Vous êtes proprement local. Oui, c'est ça. Nous, on cultive nos pommes de terre sur la ferme. On a réhabilité une grange de la ferme qu'on a transformée en chipserie. Oui. Et après, en chipserie, j'aime bien le nom de la fabrique. La manufacture, la chipserie. Ouais.
Et du coup, après, donc huile de tournesol française. Et pour nos assaisonnements, le but, c'était un peu de mettre le meilleur du terroir dans nos paquets. Donc sel de l'île de Ré, piment d'Espelette. Ah ben on va y venir. On va y venir à votre gamme de produits parce que moi, je suis très curieux. J'adore les chips comme les frites d'ailleurs, hein, quand c'est bien fait. Et je vais vous demander plein de trucs sur la fabrication. Benoît Ballarin et Clémence Leduc, restez avec moi. On fait une petite pause et on se retrouve dans une minute. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Là, je fais un marché proprement francilien, enfin, on dit autour de l'Île-de-France, à la fois dans les Yvelines et puis un petit peu au sud, en Beauce, mais ça touche les Yvelines et l'Essonne. Donc, on est très locavore ce matin, voilà, très locavore d'Île-de-France avec Benoît Ballarin de Terre d'Apéro. Au moins, ça dit ce que c'est, hein, c'est-à-dire des petits produits de conserverie à déguster à l'apéritif. C'est vrai qu'on est plus souvent habitué, je vous dis, à des produits qui viennent du sud, ou alors dès qu'on touche au poisson, c'est plutôt breton, hein, mais les apéros d'Île-de-France, on n'avait pas l'habitude. Et Clémence Leduc qui est avec nous et qui complète évidemment ce plateau d'apéritifs avec ces chips Belsia, Belsia ou Belsia, bon ça c'est comme vous prononcerez comme vous voulez. Alors Benoît, on disait que donc vous transformez les légumineuses. Rappelez-nous ce que c'est les légumineuses d'Île-de-France, mais enfin ou d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est les légumineuses? C'est ce qu'on appelait les pois par exemple, ou les lentilles ou... Exactement, c'est les pois chiches, les lentilles vertes, les lentilles corail, les lentilles jaunes, le quinoa, voilà. Et tout ça en Île-de-France. Et tout ça en Île-de-France, oui, on a de la chance d'avoir un panel assez large, en effet. Bon, génial. Alors, vous l'avez expliqué, globalement, vous venez de l'école hôtelière, donc vous avez un passé quand même déjà autour de la cuisine, hein, même si vous n'avez pas été chef ou cuisinier vous-même. Comment est-ce qu'au moment où vous avez décidé de créer ces apéros, là, juste avant la crise du Covid, en 2019, comment est-ce qu'avec votre consoeur, comment est-ce que vous avez réussi à créer les recettes, en quelque sorte? Vous avez été puisé où? Alors tout simple, en fait nos recettes c'est vraiment la cuisine de terroir. On n'a pas réinventé les recettes de houmous, on s'est inspiré de la recette traditionnelle de houmous, qu'on a adaptée en plus gros format, en format artisanal, production de conserverie. Et pourquoi tout de suite vous focalisez sur ce moment de l'apéritif? Qu'est-ce que ça représente pour vous? L'apéritif pour nous c'est un moment convivial, un moment où on peut tous se rassembler, où tout le monde est heureux. Autour d'un bon verre de vin, d'une bonne chips et autres. Donc tout naturellement, on est venu à créer une gamme d'apéritifs pour justement créer un lien entre les maraîchers et les consommateurs. D'ailleurs, vous parliez de vin et je signale ceux qui nous écoutent qu'il y a un travail formidable fait par la winery parisienne et notamment avec maintenant des vignobles dans la plaine de Versailles, hein, donc pas très loin de chez vous, hein, avec des blancs très intéressants. Ben ça, c'est le réchauffement climatique hein, aussi, le fait que le vin remonte ici et le vin de qualité. Bon, et donc vous avez élaboré pendant, j'imagine, quelques semaines pour trouver des recettes adéquates. Après, comment ça se passe? Parce que c'est de la conserve, c'est-à-dire c'est des petits pots qui tiennent, qui sont stérilisés? Exactement. En fait, nos pots subissent un traitement thermique qu'on appelle c'est la stérilisation, et ça garantit une conservation pendant 24 mois. De 2 ans, oui, c'est ça. Hein, mais en fait, la réalité, c'est que comme c'est apértisé, ça pourrait tenir même 10-20 ans, hein, mais la législation vous oblige à tenir une DLC de 2 ans. Et ça, vous le faites où? Vous avez des autoclaves ou vous le faites, vous le sous-traitez, ça? Non. On fait vraiment toute la production. Donc, du coup, on produit, on stérilise. Dans notre autoclave qui a une capacité de 600 bocaux. Alors ceux qui écoutent, un autoclave, c'est une sorte de grand four sous pression, comme une cocotte minute géante, hein, voilà, globalement. Et après, on s'occupe de l'étiquetage, du colisage et après des expéditions. On fait vraiment tout de A à Z. On est 2 et on fait vraiment tout. Donc vous avez créé cet outil de production de la même façon que Clémence Leduc en Beauce. Comment s'appelle d'ailleurs l'endroit où vous vous trouvez en Beauce? Alors nous ici on est à la ferme de l'Étourville qui est un lieu-dit qui dépend de la commune de Boisville-la-Saint-Père. Bon, alors déjà on apprend qu'en Beauce il y a des patates, hein, parce qu'on a toujours l'impression qu'il n'y a que du blé, mais non, hein, c'est de la polyculture évidemment. Et vous, par exemple, quelle variété de pommes de terre prenez-vous pour vos chips? Alors nous, la variété, c'est de la Lady Claire. C'est vraiment une pomme de terre que chipsable. Elle s'utilise vraiment que en chips. J'aime bien le terme chipsable, néologisme. Oui. Mais vous pourrez en faire rien d'autre.
Ah bon, parce que? Mais en fait, c'est une pomme de terre qui a un fort taux de matière sèche et du coup, même en purée ou en frite, elle est pas... Enfin, c'est mangeable, mais on va dire que c'est pas très bon et on n'en trouve pas du tout dans les grandes surfaces parce que du coup, c'est pas une pomme de terre polyvalente. Donc c'est une pomme de terre faite pour les chips. Et exactement. Vous l'avez choisie ou c'était une culture qui était déjà sur l'exploitation? Alors non, sur l'exploitation, on faisait déjà de la pomme de terre, mais de la pomme de terre polyvalente, donc qui partait en grande surface. Oui, de la grilla, et puis de la charlotte, ou des choses comme ça, enfin des pommes de terre de consommation courante. Et quand on a commencé les chips, du coup, il y a 2-3 variétés pour les chips qui existent, et on a sélectionné du coup la Lady Claire, et depuis, on ne fait plus que ça sur la ferme. Alors c'est marrant parce qu'effectivement c'est la première fois que j'entends parler de cette variété. Et pourtant j'aime bien les patates et je les connais pas trop mal. La Lady Claire, je ne la connaissais pas. Oui, vu qu'on la trouve pas du tout en magasin, souvent les gens ne connaissent pas. Et est-ce que c'est une chips, pour autant que vous le sachiez, qui est utilisée par d'autres marques de chips, même industrielles? Oui, les gros industriels utilisent soit celle-ci, soit une autre. Il y en a 2 qui sont sur le marché de la chips et voilà. Donc elle est beaucoup utilisée. Donc Lady Claire, c'est assez normal pour des chips. Maintenant, évidemment, ce qui va en faire un produit artisanal, c'est d'abord la façon de la faire pousser. J'imagine que vous êtes en agriculture raisonnée. Oui, exactement. Alors on s'interdit pas de devoir traiter si on doit sauver notre production vu qu'on n'utilise que notre production, mais on traite au minimum et après récolte, une fois que les pommes de terre sont stockées, on utilise un traitement germinatif bio. Donc en fait, c'est de l'huile de menthe qui est pulvérisée sur les pommes de terre. Et ça se sent pas dans le goût? Il n'y a pas un goût de menthe qui reste? Non, alors dans le bâtiment de stockage, ça sent très fort la menthe. Mais après, non, pas du tout au goût, quoique peut-être ça pourrait faire une nouvelle recette un jour, mais non, ça se sent pas sur la chips. C'est quoi votre background, Clémence, pour faire cela aujourd'hui avec votre associé? Nous, alors, en fait, on a commencé il y a ça fait 6 ans maintenant, oui. 6 ans. Et en fait, les parents de Mathieu étaient agriculteurs. Ils faisaient donc déjà des pommes de terre, mais pas de la pomme de terre à chips. Mathieu et moi, on était ingénieurs chacun dans des boîtes respectives. Dans l'agroalimentaire ou autour de l'agroalimentaire? Mathieu était déjà dans l'agroalimentaire. Il travaillait dans le groupe Menthe d'élèves, donc Lu, Carpenter, etc. Et moi, j'étais dans les textiles intelligents. Parce qu'il y a des textiles qui sont plus intelligents que d'autres. C'est ça, en fait. Moi, j'étais dans la micro-encapsulation, en fait, ça permet de faire de l'antidouleur ou autre. Et du coup, Mathieu avait une volonté de revenir sur la ferme, et le but, c'était vraiment de diversifier la ferme, parce que c'est quand même l'agriculture, ça reste un peu compliqué. Et du coup, le but était d'utiliser un produit qui était déjà cultivé sur la ferme, donc la pomme de terre, et d'avoir une vraie valeur ajoutée. Comme je dirais, vous n'avez pas fait comme Benoît et Patrick, venir à ce moment de l'apéro par goût, mais plutôt en suivant la production qui était déjà celle des parents de Mathieu, de l'exploitation de Mathieu. Les parents de Mathieu faisaient déjà de la pomme de terre. Après, c'est vrai qu'on est quand même venus sur la chips pour le goût de l'apéro, on va pas se mentir. Plutôt tous les deux épicuriens, donc c'est vrai que le moment de l'apéro, c'est un moment sacré. Et du coup, on a hésité entre plusieurs produits, parce que sur la ferme, il y a aussi du blé qui est fait, donc ça aurait pu être des pâtes ou autre. Du coup, on est venu aux chips parce que historiquement, la grand-mère de Mathieu faisait des chips maison le dimanche avec le poulet rôti. Et du coup, c'est un produit qui nous plaisait aussi. Alors Clémence, on sent que ça bosse derrière. Vous avez dû investir, parce que j'imagine que vous avez des grands bacs de friteuses professionnelles en tout cas. Ça a dû être un gros investissement pour faire des chips. Oui, au départ, c'est un gros investissement. C'est vrai que Vous en produisez combien par an, grosso modo? Là, en ce moment, on fait à peu près entre 6 à 8 000 paquets par jour. 8 000 paquets, c'est des paquets de 150 grammes? Oui, exactement. Bon, d'accord. Et pour faire 1 kilo de chips, il faut combien de kilos de pommes de terre? Il faut 4 kilos de pommes de terre pour faire 1 kilo de chips. Oui, parce qu'elles perdent toute leur eau, évidemment, en friture. C'est à peu près 75% d'eau, la pomme de terre. D'accord, il faut le rappeler quand même. En quoi elles sont différentes des chips industrielles? Dans le choix, par exemple, de l'huile, notamment? Alors, l'huile, pas fort. Si, il y a des industriels qui utilisent de l'huile de palme. Donc, nous, on est sur de l'huile de tournesol française. Mais après, c'est surtout le choix de la cuisson. En fait, nous, c'est une cuisson au chaudron. Du coup, les pommes de terre sont plongées par petits lots à plus basse température pendant plus longtemps. Ça ressemble à quoi, un chaudron?
C'est rond, c'est comme un peu un chaudron de grand-mère. C'est rond, c'est alimenté c'est chauffé par le dessous. Par combien de kilos alors? Nous, on fait par lot de 25 kilos. Ah ouais, c'est tout petit alors. C'est comme une confiturière qui ferait ça au chaudron de cuivre, quoi. Un peu. Mais ça nécessite pas mal de main-d'œuvre. Vous êtes combien à faire des chips? Non, pour faire. Donc là, nous, on a 2 chaudrons en parallèle. D'accord. Et du coup, pour faire tourner la chipserie, on a besoin d'être 3. Bon. C'est bien ça, c'est économique en main-d'œuvre. Tant mieux d'ailleurs. Et vos réseaux de distribution, c'est quoi par rapport aux industriels? Alors chez nous, en région centre, on est tout type de réseau de distribution, donc aussi bien la GMS que vente à la ferme, épicerie, restaurant, hôtel. Ouais. Et après, sortie de la région centre, donc par exemple sur Paris et tout, c'est beaucoup d'épiceries. C'est ça, épicerie fine, quoi. Enfin, en tout cas, épicerie ou des ventes à la ferme, comme les fermes de Galie, Feucherolles notamment. Oui, oui. Vous allez vous retrouver certainement dans les mêmes apéritifs avec Benoît. D'ailleurs, Benoît, on s'interdit pas d'aller se servir de vos houmous comme un dip et tremper les chips dedans, non? Exactement, nos clients le font déjà. On a la chance de pouvoir commercialiser Belsia. Ouais. Donc oui, ils le font déjà. Génial. Oui, on les a livrés la semaine dernière même. C'est super. Je savais pas que vous connaissiez. Alors voilà, ça c'est la grande cohorte des produits de qualité autour de l'Île-de-France. Ils se retrouvent, c'est normal, quand on fait des bons produits pour l'apéro, on se retrouve sur les mêmes plateaux apéritifs. Votre réseau de distribution, Benoît, c'est un peu le même? C'est surtout notre site internet, les épiceries fines et un tout petit peu de GMS. Mais plutôt les épiceries fines actuellement. Et aussi les fermes de Galie. Bon, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous parler à tous deux. Benoît, je vous ai pas redemandé, mais dites-moi 3, 4, 5 produits de votre gamme, les produits phares. Alors, c'est notre houmous au cumin. Houmous de pois chiches, donc du vrai houmous. Oui. Houmous de pois chiches, la lentillade au cumin, donc c'est une terrine végétale à base de lentilles vertes. Le houmous de betterave au jus d'hibiscus. Et le houmous de chou-fleur aux graines de coriandre. Ça, c'est vraiment nos classiques, nos best-sellers. Et vous, Clémence, en dehors des chips classiques au sel, que moi j'adore, vous avez aussi des piments d'Espelette, et puis j'ai oublié le reste. Oui, c'est ça, on a herbes de Provence tomate, oignons de Roscoff, vinaigre de Champagne-Ardenne, curry de l'île de la Réunion, et une petite nouvelle encore secrète qui devrait arriver pour début mai. Parce que chaque année, grosso modo, un goût nouveau pour les chips Belsia. C'est ça, pour mai, c'est notre anniversaire, donc tous les ans, on essaie de sortir une nouvelle. Génial. Bon, merci à vous deux, Benoît et Clémence. Je rappelle, terre d'apéro pour les dips, comme on dit, les houmous de légumes, de légumineuses, et les chips Belsia, vous les retrouverez certainement sur les mêmes plateaux. On continue l'émission autour de l'Île-de-France pour découvrir de nouveaux produits à l'heure de l'apéro. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, on continue notre tour d'Île-de-France à l'heure de l'apéro qui approche, 10h30 passées, qu'est-ce que vous voulez? Et je suis avec Véronique Jourdain-Rumé au téléphone. Bonjour Véronique. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous ce matin de dimanche, à l'heure du marché. Faut dire que c'est l'heure de l'émission, c'est normal. Et on a déjà bien commencé à creuser un peu ce terroir d'Île-de-France dont j'aime bien répéter que c'est une région, l'Île-de-France. Ça n'est pas que Paris. On l'oublie trop souvent. Et vous, alors, parce que dans la grande filière, qui mène de la fourche à la fourchette, il y a évidemment les producteurs, et on en aura un d'ailleurs avec vous dans quelques minutes. Il y a les transformateurs, et puis vous êtes, je dirais, presque une metteuse en scène de nos séances d'apéro. Vous faites de l'assemblage en quelque sorte. Exactement. En fait, le principe, c'est de pouvoir, à l'intérieur d'une boîte, réunir aussi bien du salé, du sucré, et avoir l'effet waouh quand on ouvre la boîte. L'effet waouh, le fameux effet waouh. L'effet waouh, exactement. Et vous savez quoi, Véronique? Je vous sais gré de dire une boîte et pas une box. Moi, ça me change un petit peu. Vous voyez, dans ce monde où les boîtes qui se mangent sont devenues des box, vous faites des boîtes en bois en plus. En bois, 100% français, en épicéa. Voilà, ça, et j'adore. On va jusqu'au bout. En épicéa, un peu comme des boîtes de vacherin, de Mont d'Or.
mais plus grande. Exactement le même bois. Voilà, c'est Tout ça. à fait. Et donc, c'est le travail des sangliers, qui sont des gens qui, avec des gouges plates, vont chercher dans les forêts d'épicéas des grandes lanières. C'est chouette. Bon, ça fait travailler en plus l'agroforesterie. Moi, j'aime bien l'idée. Alors, vous êtes installé en Seine-et-Marne, en tout cas, Val-de-Marne plutôt d'ailleurs. Val-de-Marne, oui. Val-de-Marne, à la frontière de la Seine-et-Marne. On est vraiment juste à la limite du plateau de Brie. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle Sucy-en-Brie. Ouais. On est vraiment à la frontière entre le 94 et le 77. D'accord. Et votre société s'appelle Les Savouristes. Alors, vous faites ça avec votre mari, Cyril, et vous avez cette passion de ce qu'on appelle, nous, dans le métier, enfin, et vous aussi sûrement, le sourcing, c'est-à-dire aller chercher les meilleurs produits. Exactement. En fait, ça fait plus de 20 ans que nous avons commencé en fait cette démarche. Et le projet est né il y a 30 ans. Et avec tout ce qui s'est passé entre la pandémie et autres, il nous est revenu en fait comme ça, un peu comme un effet boomerang. Et tout simplement parce qu'on a eu énormément de gens qui nous disaient on mange plus tel produit, on trouve plus telle chose. Et on s'est dit pourquoi pas en fait ressortir notre projet qui était bien caché au fond de nos poches. Et puis on a mis une petite année en fait pour tout rassembler. Et puis voilà, depuis septembre, le projet est enfin dit exactement. Avec des très belles boîtes. Moi, j'invite ceux qui nous écoutent à aller voir par exemple sur Instagram, puisque vous avez une page Instagram où vous présentez vos boîtes en photo. C'est vrai que ça donne envie. Ce qu'on appelle les photos non contractuelles. Pour vous, elles le sont. Elles sont contractuelles parce que ce qu'il y a sur la photo, c'est vraiment ce qu'il y a dans la boîte. Oui. En fait, j'ai la chance d'avoir une photographe qui est vraiment exceptionnelle sur Paris, qui est Emmanuel Lévesque, et qui a exactement la même passion en fait des beaux produits et qui sait les mettre en scène. Alors c'est vrai que moi je les mets en scène, mais elle les sublime à travers son œil. Et non contractuel parce qu'il peut arriver qu'il me manque un produit, mais j'essaye vraiment au maximum d'y être à 100%. Oui, mais d'ailleurs quand vous parlez de la photographe, c'est vous qui, j'imagine, vous occupez du stylisme alimentaire. Enfin, c'est vous qui faites un peu le stylisme sur les photos. Eh ben non, c'est elle justement. Tout, elle fait tout. Elle fait tout. Vous livrez les produits et c'est elle qui met en scène. Génial. Alors moi, je crée la boîte avec elle. Bien sûr. Elle me dit effectivement, mets plutôt comme ci, comme ça pour que la photo soit un peu plus appétante, on va dire. Mais sinon, non, elle fait vraiment tout et c'est vraiment grâce à elle tous ces produits de producteurs et d'artisans que l'on met en scène sont vraiment sublimés. D'accord. Alors, c'est drôle parce que tout à l'heure, je lui signalais d'ailleurs, j'avais Benoît Ballarin, là, il y a quelques minutes, en ligne, de Terre d'Apéro, qui se trouve dans les Yvelines. Vous n'avez pas écouté, mais et je lui dis, c'est quoi votre background? Il me dit, écoutez, j'ai fait l'école hôtelière et puis je suis passé par une expérience au Canada. Et je dis, alors là, c'est dingue! C'est comme si c'était la filière, parce que c'est votre histoire aussi, hein? Exactement. Enfin, l'histoire de votre mari, en tout cas. Ah non, oui, enfin, vous aussi. Mon mari pour la restauration, parce qu'il a fait ses armes à ce niveau-là. Et effectivement, il y a 30 ans, nous sommes partis tous les deux avec notre petit baluchon à Montréal. Et on devait en fait ouvrir un bar à vin en faisant nos planches à partager pour faire connaître en fait tout notre terroir et tout notre savoir-faire. Mais c'est pas dingue ça, ce jeune qui me dit école hôtelière et le Canada, comme s'il y avait une sorte de voie royale qui menait à faire des produits en Île-de-France. Alors, avec votre mari, donc vous travaillez. Pour ceux qui nous écoutent, qui se représentent peut-être pas, imaginez comme des grandes boîtes à grands vacherins, comme des boîtes à gâteaux, mais avec plein de spécialités, autant charcutières que fromagères, que des confiseries, que des légumes frais, enfin des fruits frais. Enfin, ça dépend évidemment des compositions. Et ça dépend des saisons. C'est-à-dire qu'on essaye de travailler effectivement en fonction de ce que Dame Nature nous donne. Ça, c'est une chose importante. Plutôt français ? Plutôt français et européen. Oui, d'accord. Alors européen, tout simplement parce qu'en hiver, c'est bien que parfois il est un peu difficile d'avoir tous les produits. Oui, mais on va pas mettre que du chou et des raves. Oui, c'est sûr. Donc ça serait un peu dommage. Mais effectivement, pour tout ce qui est partie fruits et légumes, on essaie de travailler de manière saisonnière. Là, on arrive par exemple sur les fraises, donc on va à nouveau avoir des fraises dans les boîtes. Ah oui. Et puis sinon, c'est la mise en œuvre en fait de produits comme le vrai jambon de Paris, le Prince de Paris qui est le Doumbéa. Oui, bien sûr. Quel bonheur, mais quel bonheur. Alors, quand on goûte,
Ça, attendez, gardez-en un petit peu dans la boîte, parce que je me disais, en fait, on n'a parlé que de manger depuis le début de cette émission, avec Terre d'apéro, avec les chips Belsia qui sont à la frontière de la Beauce, là. Et je me dis, on n'a pas parlé de boissons encore, et pourtant on parle d'apéro. Eh bien, qu'à cela ne tienne, j'ai appelé Adrien Pélissier. Bonjour Adrien. Bonjour Vincent. Adrien Pélissier, que l'on connaît, alors d'une part pour la winery parisienne. Alors je le dis très simplement pour ceux qui nous écoutent, ça n'est pas vraiment que du vin parisien, c'est en fait du vin qui est fait à Paris, mais à partir de raisins achetés en France, hein, sur différents terroirs, on va dire. Absolument. Bon, mais vous avez surtout, et ça c'est assez exceptionnel parce que je l'ai goûté et j'en revenais pas, vous avez un domaine, alors pour ceux qui nous écoutent, écoutez bien, dans la plaine de Versailles. Hein, c'est pas tellement reconnu encore comme grand vignoble français, mais vous avez planté là de la vigne. Oui, absolument. Effectivement, la winery c'était une étape, une jolie étape. Mais avec mes deux associés, Julien Brustis et Julien Binguet, on avait vraiment une âme de récoltant. Ouais. Et notre envie, c'était de faire revivre l'art du vin francilien, puisque pendant très longtemps, l'Île-de-France a été un grand terroir viticole, avec plus de 40 000 hectares de vignes plantées. Oui. Et on s'est lancé dans une aventure qui dure maintenant depuis 2017, où on a planté les premiers cèpes du domaine La Bouche du Roi dans la plaine de Versailles. Incroyable. Moi, ça me sidère, hein, parce que je connais bien évidemment les alentours de Paris, l'Île-de-France, puis j'ai travaillé à France 3 Île-de-France un moment. Donc c'est un terroir que je n'imaginais pas. Vous avez fait une étude de terrain, une étude de sous-sol avant de planter ? Oui, absolument, Vincent. En fait, on a fait plusieurs choses. D'abord, une étude d'ensoleillement et de fraîcheur des nuits. Mais ça, je dirais que c'est le bon côté du réchauffement climatique, c'est que le vignoble remonte, hein, en France. Absolument. Le réchauffement climatique, malheureusement, est installé. Et on constate depuis 20 ans que les limites de production des vignobles remontent vers le nord pour garder de la fraîcheur et ce caractère digeste qu'on aime dans les vins. Bien sûr. Ensuite, la deuxième étape, c'est effectivement une analyse de sol. Et là, on est sur une belle croupe calcaire qui est affleurante, puisque la Roche-Mère est à 40 cm. Donc, on n'a rien à manger aux grands vignobles des différents vignobles français dans lesquels on a eu l'occasion de travailler, notamment à Saint-Émilion. Voilà, et puis après, on a fait nos choix à nous. Le choix des cépages, 6 grands cépages français, avec l'objectif de les montrer sous un climat qui est un petit peu septentrional. D'autant que... excusez-moi, je voulais pas vous couper, mais j'allais dire le climat et le terrain, parce que n'oublions pas que le fameux bassin parisien, c'est une grande cuvette calcaire. Le calcaire, c'est très très profitable, et notamment aux cépages blancs, par exemple. Hein. Absolument. On avait dégusté il y a quelques mois, effectivement, ensemble, Vincent, le Chenin notamment. Eh oui, grand cépage de Loire, enfin de Touraine-Anjou. Exactement, et qui est le cépage signature vraiment du vignoble. En plus, on a eu la chance de commencer avec 2 millésimes, 2019 et 2020, qui étaient des millésimes solaires. Donc on a pu montrer une nouvelle typicité du terroir francilien, avec des raisins qui sont bien mûrs, avec des vins qui sont travaillés en parcellaire et en monocépage, initiés intégralement en barrique. Un travail vraiment d'artisan qu'on a mis en place pour redonner ses lettres de noblesse à un vignoble qui avait disparu pendant seulement une centaine d'années. Combien vous produisez aujourd'hui de bouteilles sur ce domaine de la Bouche du Roi ? Alors, on produit environ 15 000 bouteilles sur 6 cuvées qui sont travaillées en monocépage, donc du Chenin, du Chardonnay. Aucun assemblage chez vous, hein, que des vins de monocépage. Alors ça, c'est un scoop, mais peut-être un assemblage à venir pour l'année prochaine avec du Cabernet Franc, petit teasing. Mais pour l'instant, c'est que des monocépages. On a essayé de révéler vraiment le goût du lieu, et pour ça, travailler en monocépage et en parcellaire, c'est vraiment la meilleure solution. Bien sûr. Alors, Véronique Jourdain-Rumet, vous entendez ça, je suppose que ça vous fait plaisir, parce que vous avez quand même une fibre francilienne à travers ce que vous faites. Complètement, tout à fait. Et ça résonne alors merveilleusement avec des projets que l'on a pour les nouvelles boîtes, et puis même celles qui sont actuelles. Là, je vous entends parler de calcaire, évidemment, de cépage blanc. Nous, on a une boîte qui regroupe en fait tous les poissons fumés de la maison Caviari. À merveille.
Ouais, bah oui, bien sûr. Et puis n'oublions pas que la Brie, elle touche à la Champagne, hein, et que de l'autre côté, il y a des vins blancs, il paraît, hein, aussi, qui se font et qui sont pas mal. Donc il n'y a pas de raison qu'à l'Ouest, il n'y ait pas le pendant de l'Est, qualitativement parlant. Et puis vous, votre passion, c'est le sourcing. Et évidemment, si vous pouvez aller chercher le plus près possible de chez vous, ça vous arrange pour vos boîtes. Ah mais c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que bon, bien évidemment c'est très tendance et tout le monde parle de l'empreinte carbone. Donc Donc et puis c'est vrai qu'on a quand même énormément de producteurs sur l'île de France. Et si on peut les mettre en avant, c'est encore mieux. Bah oui, bien sûr, dans des belles boîtes, hein, parce que la bouteille ça compte, mais la boîte aussi, hein, qu'est-ce que vous croyez? Allez, restez avec moi, Adrien et Véronique. On se quitte pour une petite minute de pub et on se retrouve tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, toujours dans notre apéro francilien avec cette ceinture verte, et pas seulement verte d'ailleurs, hein, de plusieurs couleurs, qui entoure la capitale et qui est un vrai terroir agricole, hein, parce qu'on parlait de spécialités de légumineuses en première partie, et puis des chips qui sont à la frontière de la Beauce et de l'Île-de-France. Et puis là, on est avec Véronique Jourdain-Rumé pour ces fameuses boîtes, les savouristes. Les savouristes, c'est un néologisme, hein, je vous dis pas qu'il est dans le dico, mais on le trouvera bientôt. Et le domaine de la Bouches-du-Roi, représenté par Adrien Pélissier. Le domaine de la Bouches-du-Roi, qui est un domaine viticole dans les Yvelines, dans la plaine de Versailles. On imagine que la Bouches-du-Roi, Adrien, ça fait référence au roi Louis XIV, hein, j'imagine, pour se rattacher à Versailles. Presque. En fait, la Bouches-du-Roi, c'est une société qui a été créée par Louis XIV à l'époque où Versailles a été transformée en pavillon de chasse. Ah, en fait, génial. C'est plutôt des dizaines de bouches qui travaillaient pour le roi sur le sourcing des meilleurs vins et des meilleurs produits pour nourrir le mythe naissant de la table royale. Donc, c'était les sourceurs et la supply chain de Louis XIV. Exactement. C'est formidable ça. Ça, on avait un vrai scoop. Qu'est-ce que c'est votre réseau de distribution? Est-ce que c'est le même que les autres vins? Sur quoi vous jouez, Adrien Pélissier, avec ces vins franciliens? Alors nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une production qui est assez confidentielle. Oui, hein, on le rappelle, 15 000 bouteilles, vous m'avez dit. Hein. Exactement. C'est pas beaucoup, ça semble énorme, mais c'est tout petit. Hein, voilà. Ouais, c'est peu. Et donc l'idée, ça a été dans un premier temps d'accueillir pour des dégustations et des visites nos voisins, donc des gens qui sont vraiment aux portes du vignoble, essentiellement des gens qui habitent dans les Yvelines. Et puis on développe petit à petit d'autres départements autour de nous pour découvrir le vignoble, découvrir notre histoire et découvrir les vins. Donc plutôt de la vente directe en circuit. Donc on visite le vignoble de Versailles. Sur quelle commune d'ailleurs, si on veut se repérer? Alors c'est une petite commune agricole qui est charmante, qui s'appelle Davron. D'accord, Davron. C'est juste à côté de Versailles, combien de kilomètres? C'est à 15 km de Versailles, c'est à côté de Saint-Nom-la-Bretèche par exemple. Ah bah oui, Saint-Nom-la-Bretèche où était terre d'apéro notre ami Benoît Ballarin en première partie. Tout ça se tient, je vous le dis, hein. C'est construit quand même. Véronique, vous qui êtes de l'autre côté, un peu perdue là-bas. Un peu toute seule finalement. Aux portes de la Brie. C'est quoi votre réseau de distribution? Vous, c'est d'abord les entreprises ou les particuliers? Alors, on a commencé par les particuliers, sachant que pour l'instant, tout se commande sur notre site, puisqu'en fait, nous avons juste un laboratoire. Là, nous commençons bien évidemment les entreprises, parce que la Covid a l'air de vouloir nous laisser un petit peu tranquilles, donc ça commence à être un peu plus facile. Mais effectivement, principalement, ce sont les particuliers qui viennent à nous. D'accord. Et nous sommes en fait sur la deuxième couronne de la région parisienne. Et on est un petit peu les enfants pauvres de Paris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de choses comme sur Paris, c'est-à-dire que... Oui, vous voulez dire la logistique, enfin en tout cas la livraison, quoi. C'est pas simple, hein, parce que vous êtes vraiment un peu excentré. Exactement. Donc on l'a fait nous-mêmes pour l'instant. Du coup, vous n'avez pas des points de vente dans la capitale, par exemple, que vous pourriez livrer, où on pourrait emporter les boîtes?
Alors, c'est en projet. On essaie de voir... Je sais pas, chez des fromagers ou chez des commerçants. On essaie de trouver des partenaires qui pourraient effectivement être le point relais pour que nos clients puissent effectivement venir récupérer leur boîte. D'accord. C'est quoi le prix d'une boîte chez vous? Alors, je rappelle, dedans, il y a plein de spécialités pour l'apéro, charcuterie, fromage, légumes, fruits. Enfin, voilà, c'est composite et c'est même un peu sur mesure si on le souhaite vraiment. Oui. On peut effectivement s'adapter aux besoins ou tout du moins aux allergies de certains, parce que malheureusement il faut faire avec. Il faut compter combien par personne? Alors, on va dire la plus petite est à 49 € pour 4 personnes pour vraiment un apéro dînatoire, et la plus grande est à 89 pour à peu près 8-10 personnes. Donc on va dire qu'entre 12 et 8 €, vous faites un apéro vraiment très très sympa. Et qu'on n'a pas besoin de cuisiner, parce qu'évidemment tout est prêt à être consommé. Oui, tout est prêt. Vous avez les pics dedans, vous avez les petites bûchettes de beurre salé. C'est chouette. Il y a tout. Ça sent les petits pots au bureau, ça, quand même. Les pots un peu luxe au bureau. Oui, j'imagine bien. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous fassiez une box brunch, par exemple. Vous voyez, puisqu'on est dimanche matin, là, ça donne envie. C'est la prochaine qui sort. Ah non, c'est pas possible, j'ai vendu la mèche. Oh, je suis désolé, Véronique. Mais bon, c'est bien, ça va donner envie à ceux qui nous écoutent d'aller visiter en tout cas le site et la page sur Instagram des Savouristes. Et vous, pour en terminer, Adrien, c'est quoi les prix des vins de Versailles? Alors, tous les vins sont au même prix, sont à 23 €. D'accord, 23 € en rouge comme en blanc, parce que par exemple, je le rappelle, il y a un merlot, et le merlot, c'est le grand cépage de la rive droite bordelaise, Saint-Émilion-Pomerol. Donc on y retrouve ce caractère de souplesse et de fruité exceptionnel. Absolument, avec des équilibres qu'on n'a plus connus dans les régions du Sud depuis longtemps. Pas trop mûr, quoi. Pas trop de mâche. Exactement, enfin, plutôt mûr, mais... pas surmaturé. Exactement, pas surmûri, pas surextrait. Bon, merci beaucoup à vous deux. Je vous le rappelle, les Savouristes, ce sont des boîtes, pour pas dire des box, avec plein de belles choses pour vos apéritifs. Vous retrouvez sur leur site au même nom. Et le domaine La Bouche du Roi, le circuit de distribution, là aussi par Internet? Oui, on vend un petit peu par Internet. Et après, dans notre petite boutique... qui fonctionne bien, qui a trouvé son public dans les Yvelines. Vous pouvez venir nous voir pour des dégustations, des visites. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Pour ma part, je vais partir tout en restant en studio, en fait, parce que cette semaine, il y avait de l'actu. J'étais à Budapest pour la sélection européenne du Bocuse d'Or, vous savez, le grand concours de cuisine internationale. Et justement, j'ai préféré enregistrer un petit peu le palmarès pour vous donner les résultats aujourd'hui. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Alors je vous parle depuis Budapest, depuis le parc des expositions Hungary Expo de Budapest, où se tenait pendant 2 jours un concours, le plus grand concours de cuisine du monde, le Bocuse d'Or, mais dans sa version européenne. Alors c'est à la fois un concours à part entière, bien entendu, avec 17 équipes venues de l'Europe entière qui concouraient ici, mais c'est aussi la finale européenne pour l'accession dans 8 mois à Lyon à la finale du Bocuse d'Or, dont vous avez l'habitude si vous écoutez l'émission, puisque je l'anime chaque édition. Alors ça a été 2 jours de folie, évidemment. D'abord parce que après 2 ans de crise sanitaire, eh bien tout le monde était content de se retrouver, tous les cuisiniers venus de 4 coins de l'Europe, mais aussi avec une pensée très forte pour nos amis ukrainiens, dont l'équipe, évidemment vous vous en rendez compte, n'a pas participé à cette édition, a dû déclarer forfait, mais les pensées étaient tournées vers l'Est, puisqu'il y a une frontière commune entre la Hongrie, où je me trouve, et l'Ukraine, et que beaucoup d'amis sont venus de ce coin d'Europe pour soutenir évidemment et pour penser très fort aux conditions de vie des amis ukrainiens dont de nombreux réfugiés sont maintenant dans tous nos pays. Mais revenons à la cuisine. Alors ça a été 2 jours de folie menés de main de maître par les équipes habituelles, je dirais les nations fortes que sont les Scandinaves,
que ce soit l'Islande, la Finlande, Suède, Norvège, Danemark, ils sont toujours présents sur le Bocuse d'Or et toujours très bien placés. Vous allez le voir parce que je vais vous donner le palmarès qui vient d'être rendu il y a un quart d'heure. Et évidemment, des nations autour de la Méditerranée beaucoup moins présentes. Les Italiens n'avaient pas fait le déplacement cette fois-ci, mais il y avait les Espagnols. La France tenait évidemment son rôle avec Naïs Pirolet qui s'était qualifiée il y a quelques mois au Bocuse France à Reims. Et Naïs Pirolet, élève sortie major de l'Institut Paul Bocuse à Lyon, et était évidemment ici accompagnée de Tabata May, une très belle chef lyonnaise qui était son coach sur cet événement. Je voulais vous dire aussi que ces deux épreuves, deux épreuves parce qu'il y avait deux assiettes différentes pour remporter le concours. Il fallait à la fois produire une assiette à base de pommes de terre, qui était l'assiette végétarienne, c'était la première partie du concours, et ensuite un plat à base de chevreuil, un filet de chevreuil et un cuisseau de chevreuil qui devait être cuisiné par les candidats. Alors le palmarès, ça n'a étonné personne, je dirais, puisque les vainqueurs cette année, ce sont les Danois. Voilà, les Danois ont gagné. Mais les Danois, ils sont toujours présents sur le concours, avec le président de la délégation, Kenneth Toft Hansen, qui lui-même a été Bocuse d'Or. On pense aussi à Rasmus Kofoed, qui n'était pas là, qui a été ce Danois, le chef du restaurant Géranium, triplement étoilé à Copenhague, qui a été successivement Bocuse de bronze, puis l'année d'après Bocuse d'argent, et puis 2 ans plus tard Bocuse d'or. C'est l'exemple danois, ils sont toujours très forts. Les Norvégiens, là aussi, étaient sur la 3e marche du podium, et la sensation est venue de l'équipe de Hongrie qui a toujours très bien travaillé et qui a fait valoir ses droits en prenant la médaille d'argent. Donc Bocuse d'argent de cette session. Voilà, ça c'est pour le Bocuse d'or, et nous le retrouvons évidemment à Lyon en janvier 2023. Je vous ferai le reportage complet. Il faudra vous parler aussi des restaurants étoilés français, puisque mardi après-midi à Cognac en Charente, le guide Michelin, le guide rouge, rendait le palmarès de ces étoiles, mais nous en parlerons dans une émission prochaine. Pluie d'étoiles, bien entendu, de nouveau 3 étoiles, Arnaud Donquel et Dimitri Droineau à Cassis, à la Villa Madi, Donquel à la Samaritaine à Paris, au Cheval Blanc, qui ont en commun d'être 2 Normands de naissance qui ont trouvé les étoiles sur la Côte d'Azur, l'un à Cassis et l'autre à Saint-Tropez, avant de remonter à Paris. Alors c'est intéressant parce que 6 nouveaux 2 étoiles aussi, dont certains à Paris, vous le verrez également, et puis une pluie de restaurateurs, je dirais plus jeunes, la belle génération des étoiles montantes, avec une cuisine très intéressante, mais j'aurai l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Allez, il est temps d'aller faire la fête avec nos amis ici à Budapest. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Et bien voilà qui est fait, et nous on se retrouve les amis la semaine prochaine à la même heure pour un autre marché de l'actualité. Elle est chargée, vous l'avez compris. Rendez-vous dimanche 10h, on va un peu détailler le mercato des chefs étoilés, vous avez compris ça aussi, et savoir qui perd et qui gagne. Allez, après le journal En toute vérité d'Alexandre Devecchio, puis vous retrouverez C'est ça la France de Nathalie Schrein-Guillermin. À dimanche prochain, et pas besoin d'attendre dimanche pour retourner sur les marchés ou pour écouter Sud Radio qui vous accompagne tous les jours.